Bien sûr, c'est le français dans l'honneur. Bonjour, Monsieur Pertier. Bonjour, Monsieur Fland. Bonjour, nos chers auditeurs qui sont en ligne pour écouter ce moment d'émotion. Moi, je suppose, je suis président de l'association des Amis de Wu Jianming, une association basée en France pour commémorer l'ancien ambassadeur Wu Jianming, qui est un très grand contributeur pour l'amitié franco-chinoise. Donc, il y a une semaine, il y a une minute, CCG, professeur Cui Xiaoqing m'a demandé si je peux modérer, puisque l'animatrice qui a un problème de technique pour modérer cette séance, c'est l'honneur, je l'accepte. Je voudrais présenter quelques mots concernant ce grand livre écrit par Serge Berthier, français qui vit à Hong Kong, qui travaille longtemps. Vous étiez dès le départ un fonctionnaire, mais vous travaillez aussi pour l'Algérie, après vous travaillez à Hong Kong, vous travaillez pour une revue Asia Affair. Vous êtes un très grand observateur concernant les choses, surtout la géopolitique en Asie en particulier, et en Chine. Vous avez publié beaucoup de livres sur la Chine, sur l'Asie. Notamment, vous êtes l'un des fondateurs de Boao Forum. Donc, vous êtes bien placé pour présenter votre cas commentaire sur la Chine. Récemment, vous avez publié un livre par la maison d'édition de Panthéon concernant la méconnaissance de l'Occident sur la Chine, ce qui est un vaste sujet. On est là donc pour parler de votre livre et à la fois, nous avons des invités ici sur le plateau. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse rebondir, commenter le livre, à la fois émettre vos opinions concernant comment on présente l'image de Chine à l'Occident ou comment aider les Occidentaux, en particulier les Français, mieux comprendre la Chine. Moi, je pense que c'est un peu, n'est pas je suis intervenant comme vous, panéliste, maintenant je suis animateur. Je pense que l'honneur est à l'auteur, à M. Serge Berthier. Pourriez-vous nous expliquer un petit résumé, votre regard en gros, comment l'Occident a mal compris la Chine? Qu'est-ce que la Chine doit faire? Tout à l'heure, durant notre petite conversation, vous dites que les Français, en particulier, sont noirs-blancs, les cartésiens, parce que vous êtes les enfants de la philosophie judéo-chrétienne. C'est là que vous voyez le monde. Et les Chinois, plutôt le Confucius ou le taoïsme, on voit le monde en univers. Donc, nous avons une zone grise. Pour vous, c'est noir-blanc. Il n'y a pas d'intermédiaire. Pourriez-vous nous parler, expliquer en quelques mots votre cas, pourquoi on est là, pourquoi il y a une méconnaissance de l'Occident vis-à-vis de la Chine, qu'est-ce qu'on doit faire, et votre sentiment, et votre proposition, s'il vous plaît. Monsieur Pertier, la parole est à vous. Je vous remercie d'abord de m'inviter à ce colloque et d'en débattre parce que c'est un sujet très vaste. Alors, je vais vous livrer une anecdote et comment je suis tombé dans cette problématique. Je suis à Hong Kong, j'avais une société de conseil et tous les gens qui venaient me voir étaient des dirigeants de grandes entreprises françaises en général, qui étaient des anciennes nationales. Et dans les années 90, j'étais excédé d'avoir toujours les mêmes questions qui m'étaient posées par les mêmes personnes année après année. Au point que j'avais fait un petit mémo pour dire voilà les questions qu'il ne faut pas me poser, je vous donne déjà les réponses avant de venir à Hong Kong, lisez-les à propos de la Chine, parce que ces questions étaient toujours les mêmes et je m'apercevais qu'elles étaient toutes biaisées. Elles n'étaient pas articulées vers une problématique de connaître la Chine, c'était plutôt des accusations permanentes qui étaient adressées. Donc j'ai d'abord fait un petit mémo de 3 pages que j'ai envoyé à tous mes clients pour dire écoutez, on va gagner du temps, lisez-les. Ça n'a rien changé du tout. Ou il ne lisait pas, ou il ne voulait pas lire,
ou en fait, ils avaient des idées tellement ancrées que ça ne les intéressait pas. Je me suis aperçu aussi qu'ils avaient une méconnaissance totale de l'histoire chinoise. Ils ne connaissaient absolument rien de l'histoire chinoise, ni des Chinois en général d'ailleurs. Donc, j'ai commencé à faire quelque chose de plus sérieux et d'articuler une réponse globale en disant la première chose, c'est de comprendre la culture chinoise pour autant qu'on puisse la comprendre. Et dans ce domaine, j'avais fait une petite revue à Hong Kong qui s'appelait La lettre de Hong Kong et de Chine, qui était très lue, où il y avait une chronique, une page qui était consacrée à simplement décrire une période de l'histoire chinoise. Ça a débouché finalement sur un livre qui s'appelle Le Choc, que j'ai publié en 2011, qui est le choc de la rencontre des jésuites avec la Chine, qui sont les premiers à vraiment avoir essayé de disséquer la culture chinoise avec leur façon de faire et puis toutes les querelles qui ont suivi derrière, non seulement entre l'Occident et la Chine, puisque l'image de la Chine est née à partir de cette période-là en Occident, mais aussi entre les dominicains, les jésuites, en disant le monde chrétien, la papauté, enfin, de multiples querelles, mais qui ont façonné la façon de regarder la Chine en Occident. C'est indéniable que, par exemple, Jardine, le roi de la drogue des années 1820-1840, qui a provoqué la guerre de l'opium volontairement, c'est très intéressant de constater que tout le discours qu'il a tenu pour convaincre les gouvernants de l'époque à entrer en guerre avec la Chine pour une guerre commerciale, tous les arguments sont les mêmes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu d'évolution alors que tout a changé. C'est très curieux de voir que c'est fossilisé, le discours est fossilisé, alors qu'autour, les acteurs sont différents. C'est 2 siècles plus tard, la Chine est différente, les acteurs sont différents. Donc, finalement, le dernier livre que je ne voulais pas vraiment écrire était une série de questions qui sont les mêmes qu'on me posait il y a 30 ans. Donc, c'est un petit peu agaçant, mais ça prouve la difficulté de communication qu'il y a entre, disons, la Chine et puis l'Occident en général. Je précise l'Europe, l'Occident, c'est vague, mais on pourrait dire le monde qui va de l'amalgame européen et anglais et américain, ils ont le même mode de pensée qui est un mode de pensée judéo-chrétien. Voilà le résumé de ce qui m'a amené là. Oui, je signale à nos participants, nos auditeurs, que vous êtes à savoir, hein. Donc, vous êtes en France, vous avez envie de retourner à Hong Kong, vous attendez maintenant le déconfinement, les conditions pour voyager. Je précise que ce grêle ou cette méconnaissance, je suis tout à fait d'accord, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui a daté d'hier, comme vous dites, même il y a 200 ans, c'est la même méconnaissance, sauf que les acteurs, avant, c'était les missionnaires, maintenant, peut-être des gens dans la rue, mais peut-être les entrepreneurs, les intellectuels aussi, les journalistes aussi. Ils ne font pas un travail sérieux, c'est-à-dire essayer de vivre comme vous à Hong Kong ou en Chine pour comprendre l'association là-bas, la philosophie là-bas. Donc, la façon plus simple, c'est la méconnaissance. Donc, ce que vous faites est merveilleux, c'est quelque chose de très important. Moi, je vis en France depuis 2011. Je ne suis pas retourné depuis, depuis 2019, hein, donc ça fait déjà 3 ans. Je pense que ce éloignement, l'absence de contact, ça joue aussi la méconnaissance, puisque les gens ne rencontrent pas. Je ne sais pas quel est votre avis. Ce que je pense, ce que j'observe, c'est l'absence de contact et puis des fantasmes des uns des autres. Finalement, cette méconnaissance est aggravée. Heureusement, vous êtes là. Heureusement, Monsieur Foulan est là et tous les amis qui nous écoutent sont très, très concernés, même très inquiets. Qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis? Peut-être vous pouvez nous dire un mot de plus. Après, je vais passer la parole à nos participants, s'il vous plaît. Je suis arrivé en France pour 1 mois, mais ça va faire 3 ans parce que dans l'autre sens, ça ne marche pas mieux. Et je dois dire que j'ai hâte de sortir du bocal européen. Le vrai problème est quand même que les gens sont toute la journée avec des informations
pas qu'à propos de la Chine, mais en général à propos de tout, qui sont très centrés sur une façon de fonctionner. Et cette façon de fonctionner, c'est déjà qu'on rejoint le monde unipolaire, le monde bipolaire ou le monde multipolaire. Mais en Europe, il n'y a pas de monde multipolaire. C'est un monde qui est en train de passer il était peut-être bipolaire, mais maintenant il est unipolaire il suffit de voir les réactions de la Commission européenne sur les problèmes en Russie, en Ukraine. Le livre est paru avant, mais la problématique derrière intellectuelle est la même. Vous parlez des journalistes, c'est vrai qu'ils ne font pas un travail très sérieux, mais je ne vais pas les blâmer tous parce que le problème des médias en Europe, c'est que tous les journalistes sont des employés de grands groupes et s'ils veulent survivre, ils doivent vraiment se compromettre énormément et ils le font très volontiers parce qu'après tout, ils ont des problèmes purement matériels. Je pense que le professeur Rouland sera d'accord avec moi sur cette question. D'accord. Comme je dis en Oui, France, tout à fait. Alors, je comprends parfaitement bien, c'est-à-dire la nature de la presse, l'absence de contact, toutes ces choses-là qui font qu'il y a une méconnaissance assez conséquente à ce stade-là, à l'heure que nous parlions de notre relation entre nos deux pays. Donc, je passe la parole à professeur Roland. oui. Alors, bon, moi, je partage évidemment les convictions de Serge Berthier, puisque j'ai donc écrit ce livre qui va sortir en France le 7 octobre. J'espère qu'un jour, il sera traduit en Chine, mais ça, pour le moment, je n'en sais rien. Alors, évidemment, mon auditoire n'est pas le même, enfin, en France, je veux dire, n'est pas le même que celui de M. Berthier. Moi, ce ne sont pas des hommes d'affaires, c'est pas du tout ça. Moi, je suis professeur à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, donc ce sont des étudiants. Alors, ces étudiants, alors soit c'est des étudiants à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, soit des étudiants à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Euh, Bien évidemment, ils ne sont jamais allés en Chine. Alors, moi, dans les cours que je fais, ben, j'essaye de leur présenter une vision de la Chine autre que celle qu'ils entendent par les médias. Et je dois dire qu'ils sont quand même assez ouverts. Voilà. Bien entendu, ils ne connaissent rien de la Chine, ils n'ont pas de contact personnel avec la Chine, mais ce que je leur dis, bon, parfois ça les surprend. Par exemple, le gouvernement chinois, depuis la mort de Mao Tse-tung, a sorti la Chine de la pauvreté. Bon, il y a encore des pauvres en Chine, mais enfin, il y en a très peu. Et de plus, d'après ce que je lis, en Chine, il y a 3% d'analphabètes. 3%, c'est pas beaucoup. Et donc, j'essaye de leur montrer, j'essaye de leur dire que, ben, vous voyez, les Chinois, comme quand même maintenant ils sont sortis de la pauvreté, qu'en plus, ben, en gros, l'ordre règne en Chine. Une jeune femme, je sais très bien qu'une jeune femme en Chine peut se promener dans les grandes villes la nuit et qu'elle ne risque rien, ce qui n'est pas forcément le cas à Paris ou à Marseille. Mais donc, vous voyez, moi, de mon côté, ces jeunes, bon, ils sont quand même assez ouverts à ce que je leur dis et j'avoue que c'est une source de satisfaction pour moi. Donc, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous avez dressé un tableau plutôt complexe pour la relation, pour la connaissance de la Chine, puisque les gens ici ne comprennent pas. Donc, souvent, les questions en Chine qui sont plutôt adaptées pour les Chinois, il y a des mérites quand même. Une jeune fille qui se promène même à minuit dans le quartier en Chine, qui ne risque pas sa vie. Donc la sécurité est tout à fait assurée, tandis que les choses, surtout la sécurité dans les métros parisiens, donc ce n'est pas le cas. Donc il faut les comparer. Donc c'est plutôt une attitude honnête, comparant les pays dans tous les azimuts, pas seulement une dimension.
Et vous dites que vos étudiants sont très réceptifs concernant cette Chine réelle. Mais à cause des médias ou de la présentation, cette partie de la Chine n'est pas présentée telle qu'elle est, sauf les gens comme vous, les connaisseurs, ou M. Pertier, qui vivent en Chine, qu'ils le connaissent. Là, c'est encore une fois le contact. C'est les contacts qui font des bonnes impressions, les contacts qui font une bonne communication. Moi, je voudrais passer maintenant la parole à Madame Tsui qui nous joint aussi à la Zoom. Comment vous allez, d'abord votre impression, commentaire sur le livre de M. Pertier et puis sur la question générale. Comment l'Occident a mal compris, ou les Français n'ont pas très bien compris une Chine telle qu'elle est, quel est le problème, quelle est votre proposition pour remédier ce problème-là, s'il vous plaît. Merci monsieur. Et je suis très honorée ici d'être invitée ici pour discuter avec vous, avec l'auteur et avec d'autres experts pour discuter sur l'image de la Chine en Occident et les relations entre la Chine et le reste du monde. Parce que je suis journaliste chinois qui écrit en français et c'est ce que je veux savoir aussi, comment présenter une vraie Chine à l'Occident et au reste du monde. Parce que tous les jours, on a beaucoup écrit la culture, l'économie, la politique, etc. Mais il reste toujours, comme avant, les malentendus entre la Chine, la France et l'Europe occidentale. Ce que vous avez discuté tout à l'heure m'a fait penser à mon histoire. En 2016, j'étais en Suisse en tant que chercheuse invitée et mon propriétaire est un vieux couple suisse. Ils sont très gentils avec moi et nous discutons tous les jours presque à ce qui se passe en Chine, entre la Chine et l'Europe, etc. N'importe quel sujet, on peut discuter à n'importe quel sujet. Mais un jour, il m'a posé une question. Est-ce que tous les Chinois mangent la viande de chien? Vous savez, leur fille, l'une de leurs filles, elle parle très bien le chinois. Et pour le vieux couple suisse, ils ont aussi visité la Chine il y a quelques années, bien sûr, il y a quelques années, presque une dizaine d'années, mais ils m'ont posé également cette question personnellement un peu ridicule, on peut dire comme ça, mais cela reflète la réalité de communication, de contact entre la Chine et l'Europe et l'Occident. Euh, c'est ce que le livre a mentionné, c'est l'opinion principale il y a une phrase qui m'impressionnait beaucoup dans ce livre. Il dit que dans le monde médiatique occidental d'aujourd'hui, il reste un phénomène. Les médias occidentaux, ils sont hostiles à la Chine et la Russie. C'est ce qu'on doit faire face, surtout pour les journalistes comme moi, comment présenter une vraie Chine à l'Occident, au reste du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux poser cette question à vous, monsieur Serge. Comment faire pour dissiper le brouillard de malentendus entre les deux parties? Oui, c'est ça. Merci. Oui, Monsieur Pertier, pourriez-vous répondre à cette question qui est essentielle pour notre rencontre webinaire, mais aussi pour nos participants? Je pense que tout le monde est impatient de savoir cet secret, la bonne méthode pour dissiper le doute. Oui. Voilà. Écoutez, je ne La sais parole pas est si à je vous. suis, Oui. je sais pas si je suis le bon interlocuteur parce que je n'ai pas de baguette magique. J'essaye de créer des ponts, en fait. Mes livres créent des Ouais. ponts pour que les gens réfléchissent. Mais il faut encore que des passagers soient sur le pont. Le Ouais. problème est un problème d'éducation, je crois. À la base, vraiment, on a déjà en Europe une éducation qui s'écroule. Je pense que le professeur Rouland pourrait en dire beaucoup plus que moi. Et cette division fait que c'est très difficile de communiquer avec les jeunes
Ils sont ouverts quand ils arrivent à l'université, mais globalement, les médias, eux, ne sont pas du tout ouverts. Ils ont un agenda. Et cet agenda, malheureusement, je faisais allusion à Jardine, c'est le même que Jardine qui avait acheté un journal à Londres et qui, pendant 1 an ou 2, a littéralement pourri l'esprit des parlementaires britanniques avant de déclencher une guerre. Ici, la baguette magique, ce serait déjà qu'on commence une éducation correcte au niveau de l'histoire et de la géographie. Or, dans les programmes français, on a abandonné l'histoire et la géographie. On a aussi abandonné les mathématiques, donc on ne sait pas très bien ce qu'on apprend. Mais le professeur Roland pourrait en dire beaucoup plus. Mais je le constate, même quand je parle avec mes petits-enfants, ils sont complètement perdus sur ce qu'ils doivent apprendre et on est tout à fait effarés de voir qu'ils n'ont pas de connaissances globales. Les gens en Asie sont beaucoup mieux éduqués et donc ont déjà une approche différente. Et la seule chose qu'on puisse faire de mon côté, c'est simplement de fournir des informations et d'espérer qu'elles seront passées, relues ou que ça va simplement un petit peu perturber la routine. Parce que la routine, c'est tout simplement que nous sommes le centre du monde. Je parle de l'Occident. Et étant le centre du monde, on fixe les règles et on est les meilleurs. C'est ce qui est tous les jours dit, toutes les minutes, dans tous les médias. Donc, c'est très difficile d'y résister quand on est au milieu. La première chose, c'est effectivement d'ouvrir l'esprit des gens. Et comment ouvrir l'esprit des gens? On revient au 19e siècle, c'est l'éducation. Je pense que c'est là la clé. Et la Chine a un système éducatif qui fonctionne très bien, mais on lui reproche justement de fonctionner parce qu'il faut quand même apprendre quelque chose à l'école. Donc, apprendre quelque chose à l'école, c'est un petit peu coercitif, hein, finalement, parce que quand on est enfant, on est tous paresseux. Et puis, on préfère jouer qu'apprendre. Donc, si on prend le postulat inverse, on a du mal à avancer. Je crois que c'est là le problème. Donc, nous, on crée comme un Lego, on crée les blocs, mais il faut qu'il y ait la sauce pour les coller. Très bien. Je vous remercie pour ce petit. Je vois que nos autres intervenants sont déjà présents. Professeur Ding Yifan, je vois que vous êtes déjà là. Et puis, Monsieur Jean Ropin, je pense que vous êtes aussi sur le plateau. Donc maintenant, je passe la parole à Professeur Ding Yifan. Vous connaissez très bien la France, vous avez été étudiant. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Foucault. Oui, j'aimerais bien profiter aussi de cette occasion de parler un peu. D'abord, j'apprécie beaucoup le courage de Monsieur Serge Berthier. En fait, maintenant, parler de la Chine d'une autre manière, ce n'est pas facile, maintenant en France en particulier. Et tout à l'heure, Monsieur Berthier a parlé de clichés, des clichés qu'on a sur la Chine en France ou en Europe occidentale. Eh bien, certains de ces clichés remontent au temps des Jésuites. Lorsque les Jésuites étaient arrivés en Chine, il y avait aussi déjà ce genre de clichés, et des clichés se répètent de génération en génération jusqu'à maintenant, comme si un des livres de M. Alain Berfitsch a bien décrit la situation, l'empire immobile, comme si la Chine n'a jamais bougé ou la Chine ne bouge jamais, la Chine ne bougera jamais. C'est toujours l'empire immobile, etc. Je sais très bien, la Chine comme la France, il y a des traditions qui persistent. C'est d'ailleurs la motivation de Alexis de Tocqueville lorsqu'il écrit l'Ancien Régime et la Révolution, pour montrer que finalement, rien n'a changé, tout change, mais rien ne change. C'est toujours la même chose. En France, M. Serge Berthier a très bien expliqué que finalement, la tradition judéo-chrétienne veut que le manichéisme soit la mode de pensée en France et dans le monde occidental, qui empêche les gens d'avoir une analyse plus fine, de voir les choses en gris, non pas en blanc ou noir, mais en gris. Et le manichéisme empêche la plupart des Français d'avoir une idée claire des choses, car jamais les choses ne sont si blancs ou noirs. C'est toujours entre les deux. Et M. Serge Berthier a très bien expliqué les choses. Et j'ai été étonné de voir que M. Serge Berthier a une idée claire de ce qui se passe, même dans la presse française aujourd'hui.
En fait, ce qui se passe dans la presse française aujourd'hui, c'est que le journalisme n'est plus une profession libérale, indépendante, etc. Même Le Monde, etc., il n'y a plus vraiment de presse indépendante. Toutes les institutions de presse françaises dépendent des groupes de capitaux. Et avec le développement de l'Internet, des moyens modernes de communication, la presse traditionnelle perd leur possibilité de survivre à ce genre de concurrence. Eh bien, ils se sont vendus carrément à des groupes de capitaux, si bien que les journalistes aujourd'hui n'écrivent que d'après la volonté dite de la direction ou de la rédaction. Bon, j'ai des amis parmi les journalistes, eh bien, souvent, je leur en parle de la situation actuelle. Beaucoup me disent que finalement, les articles publiés sous leur nom ne sont pas entièrement de leur analyse. Parce que lorsqu'ils écrivent sur des sujets pour essayer de refléter la réalité en Chine, eh bien, ils reçoivent souvent la réponse « Nos publics ne s'intéressent pas à cela du tout, l'article a été supprimé, ou l'analyse a été supprimée, ou l'analyse a été torturée d'une manière que, en fait, les analyses réelles ont été supprimées ou remplacées par d'autres points de vue, etc. » C'est arrivé comme ça, si bien que je connais des journalistes à la fin de leur carrière ou à la fin de leur séjour en Chine ont dû écrire un livre pour publier des analyses ou des reportages qu'ils n'ont pas pu pendant leur séjour en Chine, qu'ils n'ont pas pu publier en France dans leur organisme de presse. C'est des situations réelles qui se sont… Donc, aujourd'hui, il faut comprendre ce qui se passe réellement en France pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire rejeter la réalité chinoise, par exemple, en France ou en Occident. Là aussi, il y a des choses qui se passent et il faut comprendre aussi le jeu subtil mené par les Américains en Europe aussi. En fait, ça aussi, il y a une restructuration des institutions de recherche en France. Ça a commencé depuis le temps de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy. On comprend, ça remonte très loin. Et là, je connais des chercheurs qui étaient plutôt nationalistes, de tendance gaulliste, etc., mais aujourd'hui ont été exclus des institutions de recherche plus ou moins publiques, car ça ne répond pas au goût des hommes politiques au pouvoir de l'époque et plus tard, parce qu'il y a des éléments qui pensent que le gaullisme ou le caractère nationaliste des Français est ennuyeux. Donc, il faudrait le faire remplacer par une espèce d'esprit attentiste, etc. Et maintenant, de plus en plus, l'attentisme est devenu plutôt prédominant dans la pensée, je dirais, dans la pensée prédominante en France. Donc, ça a remplacé complètement le gaullisme ou le nationalisme de l'époque. Ça aussi, c'est une réalité et il faut reconnaître cela. Quand on parle de la France d'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un changement. Il y a un changement. Le changement est intervenu en France il y a quelque temps. Une quinzaine d'années déjà en France, qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, parler du national du français n'est plus politiquement très correct. Et là, donc, les grands courants pensés en France pensent que finalement, l'Occident devait être la grande famille, y compris la France. Et j'ai réalisé que finalement, dans le passé, l'Occident, comme
était sorti du vocabulaire politique français pendant un certain temps. Maintenant, l'Occitan est revenu de plus en plus dans le vocabulaire politique français. Les hommes politiques, les hommes d'État parlent de l'Occitan comme si la France, en faisant partie entièrement, etc. Et tandis qu'il y a 25 ans, 30 ans, ce n'était pas le cas. Donc, les choses changent. Pour comprendre pourquoi l'image de la Chine a été traduite de telle manière en France, il faut comprendre aussi l'évolution de la société française. Voilà. Très bien, Merci. très bien, merci professeur Ting. Je vois que vous suivez de près ce qui se passe en France. Vous êtes un vrai connaisseur de la France. Vous avez mentionné des facteurs très importants, par exemple ce côté de atlantisme qui l'emporte sur ce côté gaullisme qui est une réalité ici en France. Je vis ici. Je partage tout à fait votre avis. Vous avez mentionné cette centralisation des médias dans les grands groupes. C'est aussi une réalité, mais je vous signale, il y a une prise de conscience de l'opinion française, de sorte qu'il y a 6 mois, le Sénat, il y a des commissions qui ont commissionné, qui ont convoqué tous les grands patrons des grands groupes français, commençant par LVMH, après Vincent Bolloré, ça vous le suivez aussi, parce que les sénateurs sont inquiets, l'opinion est inquiète. Les Français, quand même, c'est un peuple formidable. Il veut une presse indépendante. Il ne veut pas que les presses sont sous la main des puissants. Je passe maintenant la parole à Jean Robin. Monsieur Jean Robin, merci pour nous joindre. Ayant écouté ces commentaires des uns des autres, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Il y a des clichés, il y a aussi ce nouveau développement, je ne sais pas, la prise de position de plus en plus évidente, ce côté attentisme, donc où va la France, où va c'est l'indépendance gaulienne, l'opinion correcte, objective, je dis plutôt objective, en ce qui concerne en dehors de la France, ou en particulier la relation sino-française, s'il vous plaît. Je suis Lotfi Mekadem, je travaille en tant qu'expert pour Radio Chine Internationale. Auparavant, j'ai travaillé pour la radio et la télévision algérienne et j'ai collaboré avec l'agence de presse italienne Ansamed et la RAI en Algérie. Et là, ça fait 8 ans que je suis en Chine. Je suis dans le domaine des médias. Je travaille pour. Très bien. Vos opinions, vous êtes francophone en tout cas, c'est pas vous êtes français ou algérien, peu importe. Non, je suis algérien, peut-être que je suis francophone. Oui, on a une double culture transméditerranéenne cette fois, c'est pas transatlantique. Dans votre cas, vous êtes cher. Mais... Ouais. Vous êtes le troisième de l'œil. Oui, non, je veux dire que, par exemple, de mon côté, si on parle de l'expérience du journalisme là, il y a beaucoup de choses. En arrivant ici et en traitant les sujets en tant que professionnel, la première difficulté qui était pour moi, c'est d'être en face à des stéréotypes, c'est-à-dire, c'est demain, je m'adresse à un lectorat arabe, aux francophones en Afrique du Nord et dans la région du MENA. Si je m'adresse au public de l'Afrique du Nord, le public d'Afrique du Nord, il est déjà conditionné par la presse française. Et prenons toujours le même public arabe, si je m'adresse à lui sur des questions qui concernent la Chine, lui, il est conditionné par la presse anglophone. Donc, même si le but était les gens qui parlent arabe, les arabophones, il y a cette difficulté. Et c'est la même chose en discutant avec mes amis chinois. J'ai trouvé aussi que pour les francophones, ils ont une stéréotypie qui est véhiculée par la culture francophone et vice-versa avec l'anglais. Donc, pour moi, en tant que journaliste aujourd'hui, dans un monde qui parle de globalisation, qui parle de nivellement, je ne sais pas si c'est un nivellement vers le bas ou quelque chose de nouveau, qu'il faut aplatir ou arrondir les angles d'attaque. Là, moi, il faut s'ouvrir à l'autre. Après, la difficulté
qui peut qu'on peut retrouver, c'est une difficulté parce qu'on ne gère pas l'information. Quand on est un diffuseur public et un diffuseur privé, c'est pas le même target, c'est pas les mêmes buts, c'est pas la même ligne éditoriale. Et après, tu as les écoles on a les écoles de journalisme derrière. Pour le monde arabe, il y a une référence qui est Al Jazeera. Jazeera, Ouais. c'est une chaîne qui a été créée en 90, en plein guerre d'Irak, et là, elle a su ancrer quelque chose qui n'existait pas dans le monde, dans le monde arabe, et c'est elle maintenant qui traite concernant la Chine, c'est elle qui véhicule les grandes idées sur la Chine dans le monde arabe. Derrière, on a après les Russes qui sont venus s'installer avec la Russia Today et Sputnik pour créer aussi un autre canal qui est propre à eux. Et c'est ça la difficulté pour moi. L'Occident, il est temps peut-être pour la Chine d'avoir la voix de Chine, d'avoir ses propres instruments. Nous avons le CGTN. Oui, CGTN, par exemple, on peut prendre l'exemple de CGTN aujourd'hui avec le CGTN arabe, français, russe, espagnol et anglais. Mais tout ça, est-ce que vraiment aujourd'hui, à travers ces plateformes, on ouvre le débat, on ouvre un espace clair, on peut échanger sans passer par des stéréotypies dont on a hérité, on n'a pas créé cette stéréotypie, on l'hérite et encore on la perpétue dans nos écrits ou dans ce qu'on fait. Moi, c'est ça la difficulté que je rencontre dans mon travail, c'est-à-dire je suis ici en Chine, je travaille pour un média chinois, comment transmettre ça à mon public? Et comment aider mon public à comprendre alors que mon public, il est harcelé d'autres sources d'informations. Oui, je vous remercie. Vos points sont pertinents, sont très importants. Vous avez mentionné en tout cas 2 problématiques très importantes. À qui on adresse? Si on adresse une audience arabophone, des choses très différentes. Après, il faut se rendre compte que c'est quand même un marché, c'est un marché dans le champ audiovisuel. Il y a des concurrences. Il faut qu'on gère cette concurrence d'une manière professionnelle. Par exemple, Al Jazeera. Al Jazeera, c'est une jeune télévision. Elle pousse comme des champignons. Elle a une renommée mondialement reconnue. Pourquoi Al Jazeera, qui gagne une réputation que tout le monde regarde en ce qui concerne la Chine, dans le monde arabophone, c'est Al Jazeera. Et maintenant, on a aussi la télévision, Russia Today. Russia Today qui marche très bien. En France, c'est les Français qui gèrent, ce sont des très grands professionnels qui gèrent pour Russia Today. Et c'est Today. les Arabes qui gèrent pour le côté arabe. Hein. Ça, c'est l'une des particularités de Russia Today, sur le plan rédactionnel. Donc, les gens font beaucoup plus confiance à ces professionnels. Ils ont oublié. C'est une chaîne privée, financée par des groupes, mais les gens oubliés. Les gens croient parce que ce sont des journalistes du premier plan, ils parlent bien, ils parlent juste. Hein. Et puis, tout à l'heure au départ, on parle des clichés. Monsieur Berthier a mentionné, il y a 200 ans, ce sont des jésuites qui ont eu un cliché. Maintenant, Madame Tsue parlait, c'est la famille Sus, dont l'enfant qui parle chinois, mais la famille pense que le chinois mange encore le chien. Mais comment on va faire tomber les clichés? Comment on va construire ce pont de communication? Je me permets peut-être de parler un peu de moi, puisque j'entends l'animatrice de me présenter. Maintenant, c'est moi qui me présente moi-même. Donc, je m'appelle Chupo. J'ai un parcours assez atypique. J'étais un ancien diplomate, donc j'ai vécu plutôt dans la diplomatie. En 2004, j'ai quitté mon poste à Paris. J'ai rejoint l'Expo Shanghai, donc je suis le garçon qui gère la relation internationale de l'Expo 2010, dont j'ai mis 6 ans pour comprendre à la fois la Chine, puisque je suis toujours expatrié en tant que
diplomate de carrière, j'ai fait Liban, j'ai fait Bruxelles, j'ai fait Paris. Donc, c'est une chance, je comprends davantage la Chine. Aussi, le moment qui me permet de comprendre le monde international, puisque nous avons fait un très grand expo universel. Nous avons 190 pays et 56 organisations internationales. Puis, presque tous les pays sur la planète sont présents à l'Expo Shanghai. Après, j'ai fait 6 ans à UNESCO. J'étais le conseiller spécial pour UNESCO, pour le troisième personnage, le numéro 3. Je le conseille et puis j'ai des ressources de l'Expo Shanghai. J'aime bien le dialogue de culture. Donc, j'ai fait 6 ans. Je vois à partir de cette plateforme multinationale où est la Chine, où est ce dialogue de culture. Comme je vis à Paris donc, depuis 2011, je vois très bien le côté merveilleux et ce côté de dégradation. Donc, ça, je ne me cache pas. Après 2016, j'ai lancé une association pour commémorer mon ancien ambassadeur qui s'appelle Wu Jianming, que le professeur Ting Yifan le connaissait très bien. Je pense que nos participants auditeurs le connaissaient très bien parce que c'était une figure emblématique de l'émergence pacifique de Chine. C'est quelqu'un qui est attentionné, qui parle bien aux Français, qui parle bien aux Chinois. Donc, je pense que l'exemple de Wu Jianming qui parle à tous à vous, à moi, à tous les gens qui ont une conscience de construire ce pont de communication. Le motto qui dans mon association, ou ce que Wu Jianming répète à mille fois, c'est que aimer la patrie, aimer l'humanité, qui devient une valeur de notre association. Depuis 2016, j'ai fait plein de choses, mais ici, ce n'est pas pour parler de ce que j'ai fait, mais je vois 6 ans à l'Expo Shanghai, 6 ans à l'UNESCO, 6 ans depuis la création de mon association, et elle est quand même assez respectée, une bonne réputation, parce qu'on fait plein de choses pour la communication entre le peuple. En gros, je sens que quand nous critiquons ou plutôt accusons, ou on n'est pas très content de l'Occident, qui parfois il est blâmé, parfois le China bashing, parfois les clichés qui se répètent tout le temps, est-ce que de notre côté, nous devons faire quelque chose pour améliorer notre technique, notre façon de parler, ce qu'on appelle le récit national, hein, le China storytelling. On a beaucoup d'exemplaires, des cas à étudier. Par exemple, Wu Jianming, c'est quelqu'un qui est attentionné, qui sait très bien parler. Moi, quand j'étais à l'Expo Shanghai, j'ai eu presque toute la presse française, j'ai eu tous les grands sur la planète, je ne sais pas moi-même, hein, parce que en tant que commissaire de l'Expo, donc c'est mon travail qui me permet de recevoir Sarkozy, par exemple, je parle, la presse aussi. En gros, moi, je sens que l'image de Chine perçue par les Français, c'est une efficacité, une perfection à l'époque, hein, j'ai dit 2010, hein, parce que la Chine qui marche très forte. Voilà, les Français, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je suppose, vous êtes tellement merveilleux, les Chinois sont impeccables. Quand vous faites quelque chose, vous faites bien. Un jour ou l'autre, vous finissez à nous manger. Ça, c'est à cause de l'efficacité chinoise, à cause de cette vitesse. Mais vous avez d'autres écoles qui sont plutôt américaines, c'est plutôt un cliché géopolitique, parce que le système n'est pas compatible avec leur. Donc, les Américains disent tout le temps que ce système est voué à échec, puisqu'il n'est pas universel. Mais en face de nous, il y a 2 écoles. Et nous, les Chinois, qu'est-ce que nous allons présenter au monde, surtout au monde français? Moi, je pense que, premièrement, ce qui est important, tout à l'heure, on a mentionné, il faut que les gens rencontrent. Nous ne sommes pas aussi parfaits que la presse ou les Français qui fantasment, ils pensent que les Chinois vont manger des Français. On ne mange pas, on vit ensemble. Mais le fait qu'il n'y a pas ce contact physique, à mon avis, ce qui est important. Deuxièmement, à cause, qu'est-ce qu'on dit? L'absence des Chinois qui sont présents dans les médias français, ou à cause des Français qui ne sont pas très présents sur les médias chinois, ou dans les rencontres. Aujourd'hui, je me réjouis parce qu'on peut discuter. Moi, je pense que la rencontre qui est l'essentiel, sinon c'est la peur, sinon c'est la méconnaissance, ce qui est important. Et troisièmement,
et la façon de raconter l'histoire, ce qui est important à mon avis. Il faut que ce soit sincère et très particulier. Votre livre est très particulier puisque vous ne répétez pas ce que les autres disent. C'est votre point indépendant. Vous réfléchissez en tant qu'intellectuel, observateur. Mais parfois, ça nous manque ce genre de récit. Le macro-récit qui est tellement bien, mais pas forcément les gens sur le terrain l'acceptent. Il faut dire la vérité. Wu Jianming dit qu'il faut présenter la Chine telle qu'elle est. Une Chine, elle n'est pas parfaite, mais parfois, on aime bien que ce sera une belle histoire à raconter. Sauf que la Chine présentée pour les Français, c'est tellement forte, parfaite, de sorte qu'il y a cette peur, mais cette peur n'existe pas, à mon avis. Les Chinois sont comme les Français, c'est un peuple pacifique. Voilà, c'est ce que je vous répondu d'une manière spontanée. Monsieur Berthier, comment vous allez voir ce tableau? Comment on va améliorer cette problématique pour que les Chinois soient beaucoup plus accessibles sur les champs audiovisuels français et vice-versa, les Français comprennent mieux la réalité chinoise? Il y a beaucoup de travail. Hein. Oui, j'avoue que c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Il y a du pain sur la planche. Parce que vous avez très bien résumé la situation. Je crois qu'on est tous d'accord sur la mauvaise communication. Vous revenez au point qu'il faut absolument que les gens se rencontrent, hein. Ce qui paraît une évidence, mais qui ne semble pas acceptable. Et vous avez bien aussi signifié que la Chine fait peur. Elle fait peur parce qu'on la présente de façon à ce qu'elle fasse peur. C'est un problème en fait géopolitique qui va au cœur même de la façon dont les institutions sont faites. La démocratie, entre guillemets, en Europe ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne que sur la peur. Vous avez un président qui est élu parce qu'il a fait peur aux gens qui ont voté pour lui en leur disant si vous allez élire l'autre, il est pire que moi ou il est dangereux. Le raisonnement n'est pas qu'est-ce qui va amener au peuple, c'est plutôt je suis le sauveur. Et on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve en France, on le retrouve en Grande-Bretagne. En fait, c'est un mode opératoire qui est organisé par des publicistes, mais qui repose seulement sur 2 boutons. Il n'y en a pas d'autres. Dans ce monde-là, ça c'est au niveau individuel des institutions. Pour les gens qui sont à la tête des institutions, il faut qu'ils ont gagné le vote. Donc là, on a déjà cette grande différence qu'il faut, pour générer une raison de voter ou une raison d'agir, il faut générer un sentiment de peur. Dans cette peur, on englobe la Chine, on englobe un peu tout le monde, on englobe en fait l'étranger, l'autre, celui qui est différent. Parce qu'on ne peut pas l'intégrer, on n'est pas sûr du résultat pour arriver au pouvoir. Et ça, c'est un vrai problème de communication globale. Et ça filtre comme un cancer dans toutes les relations qu'il y a dans les sociétés. Alors, je partage votre point de vue. La seule chose qui peut casser ce phénomène, c'est la rencontre, c'est connaître, c'est y aller, c'est voir, c'est recevoir, c'est échanger. Pourquoi on a des bonnes relations, par exemple, avec l'Afrique du Nord, alors qu'en réalité, il y a des tensions énormes, parce qu'on est l'ancienne puissance coloniale, mais parce que finalement, il y a tellement de rencontres qui sont hors politique, parce que, en grande partie, et je pense que M. Loufti ne va pas me dire le contraire, il y a en fait une communauté d'esprit qui est toujours sous-jacente par le passé, qui fait que les boutons et les mécanismes qu'on adresse à la Chine ne peuvent pas fonctionner avec l'Afrique du Nord. Alors c'est ça la difficulté qu'on a. La difficulté, c'est sortir de ce discours binaire. En fait, on est dans… Et ça ne va pas s'améliorer malheureusement parce qu'on utilise de plus en plus dans les médias une chose qu'on n'a pas mentionnée mais qui est évidente, c'est la fameuse intelligence artificielle qui est une catastrophe parce qu'elle est biaisée, parce qu'en fait, elle ne réfléchit pas, évidemment. Mais qui programme? On croit que c'est l'ordinateur qui programme, mais pas du tout. Et vous voyez cette dégradation au niveau le plus élémentaire. Si vous faites des recherches pour le genre de livre que j'écris et ceux que vous écrivez aussi,
le professeur Roland certainement aussi, on accède à Internet très souvent, qui est un outil formidable, sous réserve qui nous donne accès à tout. Il y a une dizaine d'années, quand vous posiez une question sur Google, vous aviez 50 pages qui répondaient à votre question, pas à une autre question. Moi, j'ai constaté depuis 3 ans que, avant d'arriver à ma question, j'ai déjà déroulé 5 pages de réponses qui ne sont pas appropriées du tout, mais qui commencent toujours par quelque chose qui se trouve dans la nébuleuse américaine. Là, on a un problème terrible, c'est que déjà, on a compris le danger de l'accès à l'information directe et de toute l'information, pas d'une information, et qu'on a déjà commencé à modifier tous les algorithmes pour rendre quasi impossible, à moins que ce soit un chercheur, de rendre quasi impossible la recherche de quelqu'un qui, tiens, regarde cette émission, la nôtre par exemple, et dit « Ah, ça m'intéresse, alors je vais taper un nom ou je vais taper quelque chose, je vais avoir plus d'informations. » Eh bien maintenant, c'est plus jamais sur la première page, c'est pas possible, ça n'est plus jamais. Et c'est ça la difficulté. Donc le seul moyen de la combattre, c'est que les outils qu'on utilise sont biaisés, j'en parle un peu, mais tout le monde en parle, mais comment on va les surmonter? Et vous avez raison, il y a que la rencontre. Il y a que rencontrer les gens. Moi, Asian Affaires reposait sur le principe, quand j'avais créé cette revue, pour rencontrer les hommes politiques en Asie, parce que je voulais les regarder dans les yeux. On pouvait me raconter n'importe quoi sur quelqu'un, tant que je ne l'avais pas vu face à face et que je le regardais dans les yeux, je n'avais pas de jugement. Mon jugement, c'était après la rencontre. Quel que soit le discours qu'il me tenait, c'était son regard qui, pour moi, était fondamental. Et je crois que c'est ce qu'il faut. Il faut que les Français regardent les Chinois dans les yeux, les Chinois, les Français dans les yeux. Et c'est la difficulté de l'organiser. Ouais, alors, les grandes expos, ils participent. Comment? C'est ce que nous avons discuté tout à l'heure, qu'il faut que le voyage, surtout le tourisme qui se ferait. Vous savez, à Paris, les tours d'opérateurs s'attendent impatiemment l'arrivée des touristes chinois. Je pense que vice-versa, les experts français regagnent Shanghai, Pékin pour refaire leur travail. À mon avis, c'est ce qui est l'essentiel pour une bonne prise de conscience et bonne connaissance mutuellement. Tout à l'heure, professeur Tingifin qui mentionnait ce côté de atlantisation de la position française. Nous vivons des problématiques qui est un enjeu mondial, qui est inédit, qu'on n'a jamais connu, qui est la pandémie, qui est la guerre en Ukraine, qui est aussi la dégradation de la relation sino-américaine, que la France et la Chine ne peuvent pas, les Français ou les Chinois ne peuvent pas vivre indépendamment de ce contexte géopolitique. Moi, je vis ici depuis 2011. Ça fait 3 ans que je ne suis pas retourné. Je rencontre les Français presque quotidiennement. J'ai des amis qui sont mes membres. Ce sont des gens dévoués pour la relation franco-chinoise. Tout le monde est inquiet. Comparant à Shanghai, l'Expo 2010, de recevoir tous les dignitaires français, la presse, ou aujourd'hui, cette China bashing, c'est la réalité. Si vous avez la moindre conscience pour notre relation bilatérale, vous ne pouvez pas dormir, c'est la réalité. Vous avez mentionné aussi un point très juste, qui est aussi l'outil de l'algorithme. Vous ne pouvez pas être indépendant, puisque quand vous coucoulez, vous avez déjà toutes les réponses. Et comment vous voulez avoir une réponse indépendante? Ça, ce sont des défis que nos compatriotes, je suis chinois, donc nos compatriotes chinois, ils ne comprennent pas. Donc, on vit dans un contexte géopolitique complexe, que c'est inédit. Ce n'est plus le temps de 2010 de l'Expo. Après, il y a des fake news, il y a des algorithmes. Si on n'est pas ensemble, comment on peut se comprendre? Et troisièmement, cette façon de récit. À Paris, c'est tous les jours un débat sur la Chine. Jamais les Chinois sont présents. C'est les Français qui parlent de la Chine. C'est drôle, hein? Est-ce toujours ce regard idéologique ou géopolitique? Donc, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose avec l'encouragement de mes amis. J'ai publié un livre sur l'esprit de résilience des Shanghaïens, au mois de juin. Et les gens, même les très grands l'homme d'État français, qui ne sont pas en exercice, mais ce sont des amis qui ont lu mon livre, ils me disent que votre récit est bien, parce que je parle l'histoire de ma mère.
l'histoire de moi-même, un enfant de Shanghai, à travers mon histoire et celle de ma mère, et on présente la métaphore de demi-siècle de Shanghai. Et là, c'est la réponse. Comment une ville n'était pas, c'est plutôt un village des pêcheurs, est devenue une ville mondiale. Donc, les gens disent, parce que j'ai publié déjà 2 livres. Hein. Le premier livre, c'est beaucoup plus macro, l'État, et les Français me disent que je suis pauvre. On préfère plutôt le deuxième livre, parce que c'est personnel. C'est un cas aussi personnel. Mon livre, ça s'appelle Au commencement et des Shanghai. Si cela vous intéresse, vous pouvez le coller. Mais nous, plutôt dans le pensée chinois, on préfère toujours présenter une Chine très forte, avec des grandes réalisations partout, tous les jours. En fait, les gens dans la rue, les petits Français, comme les petits Shanghaïsiens, petits Pékinois, les gens s'intéressent plutôt au quotidien. Ce n'est pas des grands récits. Et le monsieur qui est algérien qui a mentionné Al-Jazeera ou Russian Today, moi, je ne peux pas dire le contraire. Hein. Ce sont plutôt des professionnels qui font un récit beaucoup plus touchant puisqu'ils parlent de la vie réelle. Il faut que la vie réelle l'emporte sur le reste. Je passe maintenant la parole à monsieur professeur Roland. Comment vous allez penser, réagir, puisqu'on a mentionné gauche-droite de toutes les problématiques, mais on ne sait pas, plutôt les problèmes sont là, où est la solution? Ben, moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Berthier. Je pense 2 choses. Bon, la première chose, effectivement, et là je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est qu'il faut qu'il y ait des rencontres concrètes entre les gens. Bon, bien sûr, Zoom, c'est très bien, mais enfin, il faut qu'il y ait des rencontres concrètes. Et donc, moi, je connais beaucoup de collègues chinois à Beijing, à Shanghai, mais je ne les connais que par Internet. Et donc, ben, j'espère que enfin, à cause de cette pandémie, que l'an prochain, je pourrai enfin les rencontrer, parce que c'est la rencontre concrète qui compte. Hein. De même, si vous voulez, pendant la pandémie, j'ai dû faire cours à mes étudiants en France par Zoom. Bon, c'est mieux que rien, mais enfin, c'est beaucoup mieux de les avoir en face, comme je les ai eus hier. Donc, effectivement, la rencontre concrète avec les gens, ça, c'est extrêmement important. Et secondo, et donc là, j'abonde dans le sens de M. Berthier, enfin, moi, je suis professeur, donc extrêmement important. Ce que j'ai pu constater quand je suis allé en Chine à la fin du siècle précédent, j'étais notamment, là M. Berthier doit connaître, j'étais notamment à la City University de Hong Kong. Et puis ensuite, je suis allé aussi en Chine continentale. J'avais fait des conférences à Beijing, à l'Université du Peuple. Et ce que j'avais constaté, parce que j'avais demandé à mes collègues chinois, mais qu'est-ce qu'apprennent vos étudiants chinois? Et ils m'avaient donné les programmes des cours. Eh bien, je voyais qu'ils apprenaient les auteurs occidentaux. Bon, nous, en France, on n'apprend pas les auteurs chinois. Hein, on ne les apprend pas. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Dans les facultés de droit françaises et également dans les instituts d'études politiques, il y a une discipline qu'on appelle l'histoire des idées politiques. Alors, l'histoire des idées politiques, vous pouvez d'ailleurs consulter tous les manuels qui existent en France là-dessus. Il y a les histoires des idées politiques de l'Occident, et puis voilà. Alors, bon, c'est normal que les étudiants sachent l'histoire des idées politiques en Occident, d'accord. Mais enfin, à notre époque, qui est un monde de globalisation, il faudrait aussi savoir ce que pensent les auteurs chinois, ce que pensent les auteurs hindous, ce que pensent les auteurs musulmans. Et ça, ils ne le savent pas. Et une autre chose sur laquelle je voudrais insister, parce que ça, je le recommande à mes étudiants. Bon, bien sûr, à propos de la Chine ou à propos de n'importe quel pays, on peut lire des ouvrages universitaires, des ouvrages académiques. Bon, c'est très bien, c'est nécessaire. Mais je pense que ce qui peut autant apporter,
c'est la lecture de bons romans. Il y a de très bons romans chinois actuels que je recommande à mes étudiants, j'en ai lu beaucoup. Par exemple, j'ai lu les romans de Yan Liangke, j'ai lu les romans de Wang Gani, j'ai lu les interviews de Xin-Ran, et je trouve que ça donne un aperçu sur la société chinoise réelle qui quelquefois, en fait, est plus complet que ce que donnent des ouvrages universitaires. Donc, voilà, c'est un peu, si vous voulez, puisque vous connaissez la France, si on voulait conseiller un aperçu sur la bourgeoisie française au milieu du XXe siècle, eh ben, je dirais, lisez les romans de Mauriac. Voilà, je pense que les romans, c'est aussi, quand ils sont bons, évidemment, les romans ou les reportages, c'est un très bon moyen d'accéder à la Chine. Et moi, pour rédiger mon livre, j'ai lu beaucoup de romans chinois et je m'en suis inspiré. Notamment, dans mon livre, il y a un assez long chapitre sur les migrants, les travailleurs migrants en Chine. Ben, j'ai lu pas mal de romans, effectivement, écrits sur des migrants et ça donne une image vivante, voilà, vivante. Donc, en gros, pour résumer, si vous voulez, bon, les rencontres concrètes, dès que ça sera possible, j'espère en 2023, effectivement, l'éducation, qu'on soit ouvert sur d'autres pays que la France, et puis, effectivement, en attendant, lire de bons romans chinois, d'auteurs chinois actuels. Voilà un peu ce que je peux conseiller dans mon domaine à moi, qui n'est pas les hommes d'affaires, moi, c'est l'université. Voilà. J'en suis complètement convaincu, monsieur le professeur. Vous avez raison, ce sont des points importants. La rencontre, sinon l'éducation, sinon la lecture. Ça, ce sont des choses essentielles. Mais malheureusement, avec ce temps, ce qu'on appelle la modernisation ou le digital, les gens ne se tentent pas la peine pour lire. Ça, c'est un problème aussi avec l'algorithme. Donc, on aime bien les infos flash, flash, flash. On n'a pas le temps pour lire correctement. Deuxième problème, à mon avis, qui est un problème très grave. Donc, les Chinois connaissent beaucoup plus mieux que la France. Les Chinois lisent beaucoup plus que les œuvres traduites de français en chinois que les Français lisent les Chinois de français et traduits chinois en français. J'ai aussi un chiffre qui est affolant. 2019, le ministère de la Culture qui a publié concernant les livres traduits de langue étrangère en France, donc 64, ce sont des anglophones, c'est normal. Et le reste, ce sont d'autres langues. 23%, ce sont des livres japonais. Et les livres chinois qui représentent que 0,5%. Vous vous rendez compte? 1,4 milliard de population, un pays de 5 fois millionnaire, un pays qui publie des milliers et des milliers de livres chaque année, qu'on n'a que 0,5% des livres étrangers traduits en France en l'année 2019. En tout cas, c'est affolant. Je passe la parole à Madame Tsui. Qu'est-ce que vous allez nous merci, rebondir, puisqu'il y a beaucoup de choses, mais on n'a pas beaucoup de temps, mais essayez de nous résumer ou essayez de nous poser des questions, nous questionner. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, parce qu'il y a quelques jours, j'ai écrit un article qui présentait les feuilletons chinois. C'est un feuilleton adapté d'un roman moderne, d'un roman de la Chine antique aux Occidentaux, parce que j'ai constaté en ligne, il y a beaucoup de jeunes occidentaux, ils s'intéressent beaucoup aux feuilletons chinois. C'est ce qu'on n'a jamais pensé, mais je ne sais pas si vous avez entendu les feuilletons très chauds en Occident pendant les derniers jours. Canglan Jue, c'est un feuilleton applaudi par les jeunes. Il raconte une histoire d'amour très simple et le nom est un peu bizarre. Son nom français est L'amour entre la fille et le diable. C'est un peu bizarre, mais
Mais c'est une grande prise, c'est une grande surprise. Il a beaucoup applaudi par les jeunes occidentaux. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez proposé. C'est la lecture c'est très important, non seulement les romans modernes, mais classiques, mais aussi les romans modernes, etc. C'est ce que je pense. Oui, oui, merci. Ouais, merci, madame, merci infiniment. Je passe la parole maintenant à professeur Ting. Monsieur Ting Yifan, vous êtes un grand professeur, connaisseur. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On m'a dit qu'il faut qu'on s'arrête à 11 heures, mais de toute façon, vous avez le temps. Vous avez vécu plein de choses. Vous avez une sagesse extraordinaire. Je pense que vous avez peut-être la recette à nous faire partager. Non, merci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire devant cette situation assez complexe? Il faut favoriser la communication par la rencontre face à face, même par un peu plus de contact en ligne, etc. Ça va mieux. Même ce genre de rencontre, comme aujourd'hui, on se parle même en ligne et ça vaut mieux que ne jamais parler. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut organiser plus en plus de contacts. En fait, j'ai essayé de reprendre le contact avec la France, mais sur des questions plutôt techniques. Tout dernièrement, nous avons organisé un dialogue dans le cadre des alumni de l'ENA, des élèves de l'ENA, sur, par exemple, la nouvelle énergie. Les énergies renouvelables, nouvelles énergies, les applications liées plus ou moins à ces nouvelles énergies, et surtout des voitures électriques, par exemple. Les voitures électriques, la France et l'Europe pourraient-elles renforcer un peu la coopération avec la Chine dans ce domaine, parce que la Chine est devenue le plus grand producteur de véhicules électriques. La Chine produit des véhicules électriques. 60 à 70% de véhicules électriques dans le monde sont produits par la Chine. Et là, il faut envisager une coopération plus approfondie, puisque l'Europe a défini comme objectif d'éliminer tous les véhicules à essence à l'échéance de 2030. Donc, c'est demain, c'est très rapide. Et là, il faut renforcer ce genre de coopération. En fait, dans le domaine de la batterie, par exemple, dans le domaine de la batterie, parce que les Allemands ont agi rapidement que les Français, par exemple. Les Allemands ont accueilli l'investissement chinois en Allemagne pour la construction des usines de batteries, pour équiper des véhicules électriques, etc. Et là, il y a des domaines. Par exemple, après la crise ukrainienne, et les pays européens veulent développer plus rapidement leur énergie renouvelable pour remplacer les énergies conventionnelles, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, et pour développer des énergies renouvelables pour remplir leur objectif de réduire l'émission carbonique, pour arriver à la neutralité carbone, etc. Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire. L'Europe et la Chine ne sont pas concurrentielles dans ce domaine-là. Et la Chine et l'Europe pourraient devenir partenaires pour essayer d'accomplir conjointement les objectifs à temps. Nous avons, l'Europe comme la Chine, nous avons tous fixé des objectifs à atteindre à un moment donné. Et pour pouvoir arriver à cela, il faut beaucoup d'efforts conjoints. Et seulement, à l'heure actuelle, le conflit en Ukraine ne favorise pas ce genre de contact, ce genre de coopération. Et on essaie de reprendre ce genre de contact. Et voilà, je pense que à l'heure actuelle,
pour reprendre le contact, pour reprendre la communication, à part le tourisme, les contacts humains, les échanges culturels, il faut commencer par parler des problèmes concrets, surtout des problèmes techniques. Ça peut être une percée facile à faire, beaucoup plus facile, parce que sur ces problèmes techniques, on a tout de même un consensus. On n'a pas tout compris, on a surtout un consensus. Et là-dessus, on peut essayer de faire promouvoir la cause commune. On peut essayer de trouver un langage commun. Et là, on essaie de faire promouvoir des coopérations. Merci. Et donc, commençons par les choses concrètes, Oui. faciles, les Oui. choses professionnelles et techniques. Oui. En attendant une recette miraculeuse, mais je pense que ça, c'est très important. Par exemple, entre la Chine et la France, il y a tant de l'enjeu. Ce n'est pas que idéologie ou géopolitique. Or, la presse qui présente toujours ce conflit, ce problématique qui intéresse une partie des gens, mais les Français dans la rue, tous mes amis qui s'intéressent beaucoup à la vie quotidienne et des Chinois, comment ils le vivent. Ça, c'est important. Dans mon livre, dont j'ai discuté avec des amis, dont je suis bien assisté, moi, j'ai présenté à Shanghai le problématique de l'urbanisation. L'urbanisation en Chine, c'est quelque chose qui est gigantesque. Les Français ne savent pas, ils ne peuvent pas comprendre que d'ici 25 ans, ces 400 millions de Chinois vont quitter la Terre. 400 millions de Chinois, c'est-à-dire autant de la population européenne. Vous vous rendez compte? Ce mouvement migratoire, sociologique, urbaniste, dont il y a beaucoup de problèmes, bien sûr, qui sont liés à l'urbanisation, mais beaucoup d'opportunités, parce que quand on fait la ville, c'est beaucoup de chances, beaucoup d'économies. Nous vivons aussi, en particulier à Shanghai ou à Pékin, puisque M. Ting qui vit à Pékin, une vie digitalisée complète en Chine. Tout se paye à un mobile, tout se fait sur l'Internet, on commande, il est livré, tout ça. Et en France, ce n'est pas le cas, mais cette vie digitalisée qui est une réalité que les Français doivent être conscients. Parce que, d'au tard, les Français s'adaptent à cette vie digitalisée, aimer ou ne pas aimer, c'est la tendance. Ah, mais bien sûr, il y a aussi des dérives qui ne sont pas bons. Moi, je suis d'accord que les contacts se feront plutôt avec des, comment dirais-je, entrepreneurs, artistes. On va attaquer des angles beaucoup plus concrets. Par exemple, les entrepreneurs français comprennent la Chine beaucoup mieux que le reste de la population, les artistes aussi. Ce sont des choses qui sont importantes, ce sont des quotidiens. Faute du temps, on ne peut pas discuter. Ça, c'est un débat de marathon, mais c'est fascinant. Donc, je remercie pour Prof. Ting qui nous mentionne ce contact plutôt concret, technique. Monsieur Lofty, puisque vous nous joignez, je vous donne la parole. Comment voyez-vous là votre regard plutôt francophone, mais… Oui, plutôt méditerranéen avec sa diversité, sa diversité et sa richesse aussi. Je pense, parlons du soft power, parce que je suis pas académicien, je suis qu'un journaliste qui essaie d'être les yeux et les oreilles de personnes qui sont pas en Chine, mais de transmettre la Chine. J'essaie, c'est un grand mot de le dire, mais aujourd'hui, ce que la constatation réelle, c'est que le dialogue, il y a des ponts qui sont en train de se faire. Mais toujours pour moi, ces ponts-là, c'est pour relier deux personnes, A et B. Deux personnes peut-être qui ne parlent pas le même langage, qui n'ont pas le même angle de vue. Mais comment aplatir tout ça pour arriver à déclencher un dialogue simple entre pas ni stéréotypie, ni cliché, juste simple, découvrir l'autre, aller vers l'autre, le découvrir avec ses mots, avec ses pensées, sans le juger, voir et apprendre, mais pas juger, parce que le problème aujourd'hui,
par exemple, ces dernières années, moi, quand on prend les comptes Twitter, on va sur des plateformes, toujours on prend le mot Chine est relié par quelque chose qui est négatif. Ouais, ouais, c'est ça. Pour moi. Alors, moi, ça fait 8 ans que je suis en Chine. J'ai eu l'occasion de visiter toute la Chine. Toute la Chine. Donc, entre la ville digitale, avec le numérique dans tous les coins de notre vie, et les villages. Vous savez, là, je suis au Yontai aujourd'hui. Je viens de terminer la couverture du festival de l'agriculture ou de l'agriculteur chinois. C'est ce qu'on appelle l'automne d'or. Je suis étonné. J'étais dans un village qui s'appelle… Je viens de rentrer dans un village, son nom c'est Taho Shenjia. C'est un village où on voit aujourd'hui l'agriculteur chinois qui utilise l'agriculture bio, gérée par des systèmes intelligents que la 5G a permis pour un paysan qui ne connaît rien à la technologie. Il a des capteurs dans le sol reliés à son téléphone portable et qui l'aident pour l'humidité, la teneur en carbone de la serre en plastique, le pH de la terre, le système goutte à goutte, tous les jours sur son portable. Alors que lui, il utilise un téléphone, un terminal numérique. Et tout ça, après, derrière, il y a parce qu'il s'agit de pommes et de raisins. Ce raisin et ces pommes-là, ils sont envoyés dans la minute qui suit. Il y a une autre unité reliée avec une plateforme Internet où il y a le Jingdong, le Alibaba. Il y a même une application qui concerne le village, l'application du village. Et lui, avec un système de logistique, il arrive à envoyer tout ça à tous les points sur toute la Chine. Et ça, lui, la technologie, qu'est-ce qu'il en fait? La technologie, elle améliore sa vie. Il ne pose pas la question, la 5G, la guerre entre les chaînes. Et lui, la technologie, elle lui permet d'arrondir ses fins de mois. Et moi, en tant que consommateur final, ça me permet d'avoir un fruit dans les 48 heures qui suivent sans passer par des chaînes logistiques ou de distribution très longues. Donc, est-ce que aujourd'hui, la 5G, on la présente comme ça. La réalité de la 5G en Chine, c'est ça. Si j'ouvre demain un journal qui parle de la 5G, il dit que la 5G, c'est pour voler le data. Alors que les Européens ont perdu le match du data à ses débuts. Quand la Chine a décidé de fermer les moteurs de recherche, tous les pays européens, ils disent le temps a donné raison à la Chine parce qu'aujourd'hui, les data, c'est de l'argent. Et tout le data européen se trouve aux États-Unis. Et quand tu n'as pas aujourd'hui, si tu n'as pas de data, tu as perdu déjà ta guerre du numérique. Parce que le flux du data est devenu un data dynamique que tu analyses avec des données. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas ça. Ouais, vous avez raison, monsieur. Je suis ici, je vis ce quotidien. Dès le départ, les Français critiquent la Chine. Maintenant, ils se sont rendus compte que finalement, les Chinois ont raison. Ils doivent préserver leurs propres données, développer leur propre industrie. En ce qui concerne les Européens, en particulier les Français, ils étaient trop naïfs. Ils croient ce libre-échange. Finalement, c'est hégémonie américaine qui règne dans tous les secteurs. Donc, finalement, vous payez, mais vous n'avez pas votre propre industrie. Ce que vous dites est très, très juste. Les gens, surtout les Français moyens, qui s'intéressent beaucoup plus à ce que vous dites, la mise en application de cette technologie pour un paysan simple, comment il a amélioré la vie. Mais je crains fort, cher monsieur, que ici, comme la presse qui critique la Chine, toujours un angle d'idéologie. C'est facile, c'est fascinant. Mais en oubliant
que les Chinois, c'est comme les Français. Ils se débrouillent, ils cherchent une meilleure vie. Et les Français moyens qui ne s'intéressent pas, ou pas forcément, à ce débat idéologique ou géopolitique, ils voudraient savoir ce qui se passe réellement en Chine. Et en sachant ce qui se passe réellement en Chine, ce qui est une chance pour les entrepreneurs ou tout jeunes qui ont envie d'entreprendre, parce que là-bas, c'est le marché, c'est le dynamisme. Je crains fort, à cause de cette critique aveuglement, vous avez loupé cette bonne chance. C'est très mauvais pour la Chine, mais d'autant plus c'est mauvais pour les Français. Et sachez qu'on va célébrer 60e anniversaire d'ici 1 an, quelques mois, 1 an, 4 mois. 60e anniversaire, c'est important. Il faut en profiter. C'est les Français. C'est De Gaulle qui a reconnu la Chine. Le premier. Oui. Les Français méritent une place importante. Les Français, je pense qu'il nous interpelle de stopper, mais avant que Monsieur Pertier conclure, je ne peux pas déclarer à la fin de notre plateau. Monsieur Pertier, vous êtes, grâce à vous qu'on est là. Est-ce que vous pouvez dire un mot pour conclure? Un mot, je voudrais en dire un petit peu plus qu'un, parce que je voudrais reprendre 2 points, mais vous avez touché les choses comme il faut, qui sont des points difficiles. Vous savez qu'en France, vous n'y êtes pas depuis 3 ans. La semaine dernière, j'étais avec un journaliste un peu excité, tout à fait anti-chinois, et il propage une théorie que le confinement avait un but politique et qu'il a été organisé par la Chine. Le confinement qu'on a eu en France, je veux dire, le président Macron qui décide de confiner la France, en fait, c'était une stratégie chinoise. Alors, quand vous entendez ça, vous vous dites, là, on a quand même un problème grave, un problème de détournement des faits. C'est évident. Alors, je ne m'y attendais pas, il y avait ça, je me suis demandé ce que c'était. Après, vous parlez, et j'aime bien ce qu'on nous raconte sur les paysans chinois. Je suis en France, pour tout vous dire, depuis 3 ans, avec une carte de China Mobile sur mon téléphone. Parce que j'en ai une d'Orange qui marche nulle part. Pourquoi? Parce que la téléphonie française, si vous n'êtes pas à Paris, rien ne marche. Hein. Moi, j'ai eu l'habitude de sillonner le monde avec mon téléphone de Hong Kong. Ça marche partout, je ne me pose même pas de questions. Donc, j'ai mon numéro de téléphone français qui ne marche nulle part et j'ai mon numéro chinois qui marche partout, même au même endroit où je suis en France. Et je l'ai montré à un Français en lui disant, mais regardez où vous en êtes. Moi, j'utilise China Mobile qui peut se connecter sur tous les réseaux français, c'est-à-dire SFR, Bouygues, machin, truc, tout ce qu'il y a. Tout ce qui passe, il le capte. Et vous n'avez pas de signal parce que là, dans votre zone, ça appartient à Orange. Alors, vous avez un signal, mais si vous allez dans la zone Bouygues, il n'y a pas de signal. Si vous allez dans l'autre, il n'y a pas de signal. Et ils me répondent, ah non, mais ça, c'est pas possible. Et vous avez mis le point là. Il dit, ça, c'est pour capter tous les datas, tandis que nous, on est beaucoup plus malins. On les sépare. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ce genre de choses? Alors après, vous leur dites, ben oui, mais tout est maintenant digitalisé. Alors comment on fait? Aujourd'hui, c'est même un miracle qu'on puisse là parler, parce que pour tout vous dire, j'ai fait une émission avec la télévision chinoise il y a 3 semaines. Alors là, j'étais au fin fond de l'Espagne où j'ai une maison, et là où il y a des publicités pour la fibre, il n'y a pas de fibre. Donc on était où? On était avec ADSL, c'est-à-dire Hong Kong, il y a 20 ans. Et ça, c'est si on n'a pas la base technologique. Et tout ça, c'est à cause de Huawei. J'ai un téléphone Huawei. Je peux vous dire que tout le monde me dit, c'est une catastrophe, votre téléphone est espionné. Je lui fais, oui, mais alors ma carte China Mobile est tellement espionnée par Orange que je reçois des spams tous les jours quand je suis en Europe que je ne reçois pas en Asie. Ils n'ont pas de réponse parce qu'ils vivent, et là on rejoint le point grave de notre civilisation. On a une civilisation occidentale qui est masochiste. Pour aller au paradis, souvenez-vous, si vous étudiez l'histoire religieuse, on admirait les gens qui se massacraient eux-mêmes pour vivre le plus mal possible pour mériter le paradis. Or, on en est imprégné. Aujourd'hui, on nous annonce que l'Europe va vers une récession dramatique parce qu'elle veut changer à cause de la Russie, etc. Vous connaissez le discours. Le pire, c'est qu'il est accepté, alors qu'il n'y a aucune raison de faire ça. Donc, ça correspond bien à un besoin de, je ne sais pas, de rédemption. Un besoin. Et donc,
pour tenir compte de tout ça dans les rencontres et pour conclure, et je reprendrai ce qui a été dit à propos de la télévision, et lire des livres. Le professeur Rouland en lit beaucoup, moi aussi, mais la jeunesse actuelle en lit très peu. On vit dans l'image. Une chose qui est marquante, c'est qu'il y a des feuilletons, des sitcoms, une télévision chinoise très dynamique qui fait 1 millier de choses. Et après tout, c'est le plus grand producteur de cinéma maintenant. On ne parle plus d'Hollywood. Si vous voulez voir un film à grand spectacle, vous allez prendre un film chinois. Mais tout ça ne passe pas. Arte, qui est la seule chaîne qui en France diffuse différentes choses, vous citez qu'il n'y a pas de livre traduit, mais alors si vous prenez Arte, vous allez constater que vous avez quelquefois des vieux films japonais de quelques metteurs en scène qui sont devenus très célèbres, après leur mort en général, mais on voit rien de la production chinoise. S'il y a 2 films par an, c'est vraiment un record, et parce qu'il a été nommé quelque part, ou parce qu'il y a une actrice qui fait des parfums Lancôme, et LMVH a réussi à caser ça pour qu'on la montre. Hein. Parce que c'est ça qui se passe. Vous remarquerez que Gong Li, qui était devenu une figure emblématique de l'ouverture de la Chine, a disparu complètement de l'antenne. Bon, toutes les actrices vieillissent, mais en réalité, il y avait aussi une volonté dynamique qui correspondait à vendre des produits en Chine à l'époque. Donc, ils l'ont mise vraiment comme figure de proue. Mais une fois qu'ils ont eu le marché, elle a disparu. C'est ce milieu-là qu'il faut travailler pour communiquer avec les jeunes d'aujourd'hui. C'est en fait le vecteur le plus porteur. Malheureusement, ben là aussi, vous avez parlé de Russia Today. La France censure Russia Today, les gens n'y ont pas accès. Et comme ils sont très stupides, ils ne vont même pas sur un VPN pour l'avoir. Bon, moi, je le lis en passant par l'Autriche, qui ne l'a. C'est pas toute l'Europe, c'est ça qui est bizarre. L'Autriche n'a pas censuré Russia Today. Et comme je voyageais en Allemagne, ça avait été censuré. En Norvège, j'étais en Norvège, ça avait été censuré. On arrive en Autriche, c'était pas censuré, mais c'était pas dans la presse. Donc voilà. Donc pour conclure, effectivement, la communication est fondamentale. Le contact physique est vraiment la base de tout. Mais tout le monde ne peut pas aller en Chine et tous les Chinois ne peuvent pas venir en France, heureusement. Pour les Français, parce que s'ils sont trop nombreux, on n'est même pas équipé pour recevoir beaucoup de gens. Mais derrière la communication, il y a l'approche, et effectivement, le meilleur moyen, c'est probablement de se familiariser avec une série télévisée, parce que quelqu'un me racontait qu'une vieille série française, tous les gens étaient devenus ses amis. Il avait passé sa vie à regarder cette série, et quand ils l'ont supprimée, il a dit « je perds tous mes amis ». Ça m'a vraiment marqué en me disant mais dans quel monde on vit, mais c'est ce monde-là. Et donc, c'est un vecteur qu'il faut travailler. Il faut que la télévision chinoise, enfin, les producteurs, il faut qu'en France, on arrive à obtenir qu'ils achètent plus de films chinois et de séries chinoises sur la télévision. Voilà, je conclurai sur la communication devra passer par là. Merci infiniment, Monsieur Berthier. Avec vos mots de conclusion, je dois m'arrêter puisqu'on a prolongé presque une demi-heure. On m'a demandé de m'arrêter à 11 heures. Je ne sais pas, est-ce que je suis à la hauteur de votre attente, puisque je ne suis pas animateur, donc je suis là plutôt comme vous. J'espère que la communion, en fait, la discussion, elle est plutôt fluide. Et je prends plutôt une minute pour répéter encore les mots qui sont prononcés d'une manière assez fréquente, qui est la rencontre, l'éducation, la lecture, mais aussi ce qui est important, comme M. Berthier vous avez dit très justement, il faut travailler sur la communication. Ça, c'est très important que nos auditeurs, au sens large, tous les gens qui s'intéressent à la bonne relation, aux bonnes compréhensions franco-chinoises, il faut travailler sur la manière de communiquer mutuellement, côté français, côté chinois. Donc, je vous remercie infiniment et je vous félicite aussi pour la publication en chinois de l'ouvrage. Mais je pense que c'est aussi notre conviction, ce n'est qu'un début. Il faut travailler main dans la main pour que le peuple français et chinois se comprennent davantage. Je vous remercie infiniment. Merci. Peut-être on se Merci verra à vous. ou en Chine. Merci. Merci. Merci à vous. Merci tout le monde. beaucoup. Merci. Je dois m'arrêter là. Au revoir. Au revoir. Merci. Salut. Au revoir. Salut, merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.